Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Samuel Le Bihan. Bonjour Samuel. Bonjour. Et Bonjour voilà, les nouveaux épisodes d'Alex Hugo arrivent ce soir. Donc on est ravis de vous recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes fidèle au poste. On est toujours content de vous voir, de vous avoir. C'est un plaisir de venir vous voir. Hein, on est content. À chaque fois. Oui. Bon, ça continue alors, Alex Hugo, parce que j'ai vu sur les réseaux, vous disiez qu'un jour, il allait peut-être falloir arrêter. Un jour, oui, je vais peut-être être trop. Je me dis, je vais être trop vieux pour courir dans la montagne, faire de l'escalade, me jeter dans les rivières glacées. Enfin, il y a un moment, il va falloir. Vous n'avez pas de doublure Vous n'avez pas de doublure non. pour vous jeter dans les rivières glacées? Non. Non, on me jette, moi, on me prend et on me jette directement. Donc, vous faites toutes les cascades. Il y a une doublure. Il y a quand même une doublure, mais j'adore faire les cascades. J'adore ça. Donc, j'ai plaisir à... Alors, c'est utile parce qu'en même temps, souvent, par exemple, quand on doit grimper une façade d'une montagne ou descendre, le temps de se remettre en place, ça peut prendre du temps. Donc, du coup, avec la doublure, avec le cascadeur, on peut le faire à deux. Et on gagne en temps de tournage. Mais moi, j'ai du plaisir même à le défier. Et le cascadeur, il vous ressemble? Il a une perruque? Il est comment? Oui, ils ont trouvé un gabarit, un mec super qui me ressemble, qui est très sympa et très compétent. Donc, et dans les scènes sexy aussi, il y a un cascadeur. J'ai un cascadeur pour les scènes nues, voilà, pour les nus. Non, mais c'est rigolo parce que pour les assurances, je pense qu'ils sont obligés de prendre quelqu'un. Et comme moi, j'adore faire ça. Comme là, il y a un moment, il y a un pont suspendu qui casse, je me retrouve dans le vide. Et j'aime bien, ça m'amuse profondément. C'est les scènes de bagarre, j'aime beaucoup les faire. Par contre, j'ai plus de réticence à les faire entre acteurs. Parce que j'aime bien les faire avec des cascadeurs, c'est des professionnels. Donc, il n'y a pas de risque d'accident. Dans les mouvements, on est vraiment carré. Donc, mais faire une scène de bagarre avec un autre acteur, j'ai toujours une réticence parce que il peut y avoir une erreur et là, on peut prendre un coup, on peut se blesser. Mais ça demande d'avoir une condition physique particulière pour faire Alex Hugo. Mais oui, complètement. Complètement. Je suis obligé vraiment d'être au quotidien. En pleine possession de votre corps. Non, mais ça veut dire quoi? C'est de l'entraînement tous les jours? Vous êtes sportif? Ouais. J'adore ça. J'ai besoin du mouvement. J'ai besoin de sentir que mon corps répond bien que je... c'est ça. Je sens que je vieillis aussi. Donc, c'est plus aussi réactif comme quand j'étais plus jeune. Mais vous y pensez vraiment à arrêter, ou vous vous dites bon, un jour il faudra que ça s'arrête, c'est-à-dire que je voudrais pas être Samuel Le Bihan, Hugo. L'année prochaine on fait 2 épisodes. Ah bon, d'accord, donc ça va continuer. Parlons du Lionel Astier aussi continue. Oui, Lionel Astier qui à chaque fois dit qu'il va arrêter, il est toujours là. C'était rigolo, oui, parce que je rigolais tout à l'heure en disant ça doit faire 3 ans qu'il a annoncé ses adieux, mais j'ai l'impression comme une diva qui quitte la scène et il est toujours là. Mais en vérité, c'est parce que il y a ce décalage entre le tournage et le moment de la diffusion, et c'est vrai qu'il l'avait annoncé un petit peu à l'avance, donc du coup il est toujours là. Mais on a tourné son dernier épisode, on l'a tourné cet été. Et vous êtes triste de le voir partir? Ouais, parce que alors c'est marrant parce que on joue malgré lui on a continué de jouer sa présence, c'est-à-dire qu'on met des photos de lui dans le commissariat, on joue qu'il nous manque. Qu'il est là, qu'on pense à lui, alors on peut pas parce que c'est pas écrit dans les scènes de dialogue, mais nous on s'amuse en tant qu'acteur à rajouter des petites choses avec complicité des metteurs en scène. Je trouve c'est bien de jouer aussi l'absence, pas chercher à le remplacer. Parce que quand quelqu'un part, il vous manque. Et c'est bien de jouer aussi le manque de cette personne. C'est au-delà de l'acteur, c'est aussi dans cette rurale, l'identité de cette rurale était faite de lui. Donc le fait qu'il ne soit plus là, jouait le manque parce qu'il est parti. Il va partir. Oui, il va partir. Il va partir. Il ne faut pas dire comment. Il ne faut pas spoiler. Faut pas spoiler, mais voilà, ça nous plaît assez, ça nous amuse et il y a une tendresse, il y a une vraie tendresse. C'est combien de temps les tournages d'Alex Hugo? 1 mois. Vous êtes 1 mois sur place. 1 mois sur place. Donc, on fait 3 épisodes par an. C'est 3 mois en haute montagne avec toute l'équipe. Alors, ce qui est marrant, c'est toujours la même équipe. C'est les équipes de Marseille qu'on se retrouve. J'ai vu des départs à la retraite, j'ai vu des mariages, des divorces, des enfants ça fait quand même naître. Plusieurs saisons. Mais c'est super parce qu'on se donne des nouvelles. Alors comment c'était tout ça, c'est vraiment le
comme avant, il y avait les troupes de théâtre, là, vraiment, il y a l'idée de la petite troupe. Ouais. Mais est-ce que ça vous fait peur d'être associé trop à Alex Hugo? Est-ce que ça vous handicape pour d'autres rôles? Alors, ça me permet, en tout cas, non, ça m'a permis, au sein de France 2, de France Télé, de proposer des histoires, comme T'en fais pas, je suis là. C'est une histoire que j'avais écrite et qu'on a pu tourner sur l'expérience de cet avocat un peu égoïste qui va faire l'expérience du handicap. Là, j'ai d'autres histoires aussi que je peux développer avec eux. Donc, le succès d'Alex Hugo, au contraire, permet de prendre la parole sur d'autres choses. Oui, mais pour rebondir sur ce que dit Valérie, votre dernier film date de 2014. Oui, non, si, mais c'est vrai. Si on considère que mon métier, c'est que faire du cinéma. Ouais, le cinéma, c'est super, mais entre-temps, j'ai écrit un livre, j'ai fait du théâtre, j'ai tourné d'autres unitaires télé sur des sujets forts, importants, sur lesquels on peut faire inventer une cause. C'est vraiment aussi la mission du service public, c'est d'aller chercher des choses un peu sociales dont on ne parle pas ni au cinéma ni en télé. Donc là-dessus, en tout cas sur le propos, sur le fond, sur le challenge artistique, ça va, je suis comblé. Mais vous dites pas, ces temps, ça fait commencer un peu long de pas être sur grand écran. Le cinéma, c'est du luxe, comment dire. Bon, j'en ai refait l'année dernière. J'ai tourné un film avec Cécile Tellerman. Donc dans les acteurs, un film de Cécile Tellerman. Les yeux jaunes des crocodiles. Non, alors ça c'est dans son dernier film. Mais là, ça s'appelle Mon chat. Mon chat, ça sortira au printemps et ça s'appellera Malangocha. C'est avec Zabou Bretman, avec Pascal Elbé, moi et toute une bande d'acteurs et c'est super. Et puis là, vous avez retrouvé vos réflexes à l'air de cinéma. Moi, j'étais très impressionné parce que je m'entendais avec des acteurs, des actrices qui avaient de renom, qui ont beaucoup de talent et donc j'avais plus le trac, c'est-à-dire oui, parce que sur Alex Hugo je suis un peu chez moi, c'est moi qui invite les gens, c'est-à-dire j'ai l'impression de recevoir les acteurs quand ils viennent, donc j'ai envie qu'ils passent un bon moment à la montagne avec moi sur la série. Là je venais en invité, donc il fallait que je réapprenne. En plus, c'est un personnage complètement différent de ce que j'ai l'habitude de jouer. Donc, j'avais un travail à faire et j'avais vraiment le trac pour y arriver. Mais là, pareil, j'ai joué, alors aussi pour le cinéma, un film de Mathieu Turi. Donc, on attaque, ça s'appelle Gueule Noire. C'est sur les mineurs de fond. Dans le nord de la France, et on attaque ça au mois de novembre. Donc... Mais est-ce que le cinéma, il y a une polémique, en tout cas une crise du cinéma français, est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi important de tourner au cinéma? Est-ce qu'il n'y a pas quand on voit parfois les sorties, on se dit que sur les plateformes et parfois même à la télévision, il y a des choses qui sont meilleures et mieux réalisées. Et pour moins cher. Oui, c'est vrai. Non, mais là, je parle du comédien. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, de toute façon, le mode de consommation est en train de se bouleverser. Donc, le cinéma est obligé de se réinventer, se pose beaucoup de questions. Donc, il y a le travail avec les plateformes, comment on s'allie aux plateformes, comment on met en place les projets. Mais c'est vrai que la télé devient de plus en plus ambitieuse. Ça a été... c'est l'écriture, c'est le scénario. Ça a été vraiment la part belle aux scénaristes, la télé, je trouve, parce que c'est là où les scénaristes s'expriment le plus. Et surtout sur la série. Donc, tenir le spectateur en haleine et lui donner envie de revenir. Donc, vraiment, c'est sur le talent de l'écriture. Et là, maintenant, au niveau du jeu, au niveau de la mise en scène, il y a des choses extrêmement audacieuses. Hein. C'est vraiment super. Mais le cinéma reste quand même un endroit de luxe. C'est-à-dire, c'est-à-dire si vous avez une notoriété au cinéma, on vous demande, c'est très prestigieux de vous avoir dans une série pour la télé. Donc ça reste quand même un endroit qui dans l'esprit des gens, dans l'esprit des professionnels, très haut de gamme. Et puis on ne regarde pas de la même façon, on reste concentré, on va pas faire pipi, chercher à manger, revenir, faire une pause. Mais vous avez une filmographie très impressionnante. Hein. Vous avez tourné avec Jean-Paul Salomé, Alain Corneau, Laetitia Masson, Capitaine Kieslowski. Bertrand Tavernier. Enfin oui, il y a quelques noms vraiment... Belle carrière de cinéma. Et puis vous êtes un homme engagé. Vous étiez venu nous parler de votre livre. Il y a toujours votre combat pour l'autisme, enfin pour aider les personnes atteintes d'autisme et leurs proches avec Autisme Info Service. La plateforme. Oui, ça... surtout en cette rentrée scolaire là, on a énormément d'appels et donc ça c'est vraiment on coordonne tout ce qui peut concerner l'autisme et avec l'ambition de créer un espèce d'annuaire national aussi sur tout ce qui
qui rassemble. Rassembler. Quand vous voyez des autismes ou l'autisme traité dans des séries, ça vous choque, ça vous gêne? Quand on met un autisme dans une quotidienne comme sur TF1, dans Demain nous appartient, c'est quelque chose qui vous gêne ou pas? Non, il faut parler du handicap, il faut parler de la différence, il faut l'assimiler dans notre quotidien. C'est important que quelque part, que ça se banalise. Parce qu'on est tous différents et il faut apprendre aussi à vivre. On est dans une société extrêmement compétitive qui nous demande l'excellence. En plus, avec les réseaux sociaux, alors maintenant, il faut montrer qu'on a une vie incroyable. Donc, on est dans une compétition un peu juste et factice. Et donc, se ramener à l'essentiel, c'est-à-dire on n'a pas tous les mêmes chances. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est être tourné vers les autres, en vérité. Et donc, avoir le sens de l'autre, le sens de la différence, ça vous enrichit, ça vous rend plus fort psychologiquement, ça donne du sens à ce que vous faites, et à l'arrivée, ça crée du bonheur, ça fabrique du bonheur. Justement, vous parlez des réseaux sociaux, c'est un constat sur Instagram où tout le monde a une vie magnifique, merveilleuse. Moi, quand j'ai commencé, parce qu'on me disait, t'es acteur, faut que tu sois sur Instagram. Alors, je me dis, ok, je me mets sur Instagram. Ça me déprimait. J'ai l'impression que tout le monde avait une vie de rêve. Et moi, ma vie était nulle. Et donc, je me suis accroché. J'ai quand même fait des posts en me disant, en essayant de valoriser. Et maintenant, j'ai compris. C'est-à-dire, c'est un espèce de jeu. C'est pas très sérieux, tout ça. Et vous y allez? Vous y êtes sur les réseaux sociaux? Vous allez continuer ou pas? Il faut. Avec vos conquêtes. Non, mais si je suis pas, quelqu'un prend ma place. Donc, parce qu'il y a énormément de faux comptes qui essayent d'escroquer les gens. Donc, il y a plein d'arnaques aussi là-dessus. Donc, on est obligé de combler l'espace en prenant la parole. Mais pourquoi votre vie privée intéresse tant? Quand on tape votre nom, il est réapparu au bras de sa compagne, il s'est séparé. C'est insensé parce que vous êtes quelqu'un de plutôt discret, globalement. Donc, je me suis dit, mais c'est dingue. Oui, il a une nouvelle fiancée. En préparant l'émission. Ça se passe bien? Non, mais c'est vrai. Quand on tape votre nom, il y a fiancé. Je me dis pourquoi ça intéresse tant que ça votre vie, c'est la rançon de la gloire. Oui, sûrement. Non, je pense que ça attise la curiosité. Donc sur les réseaux, j'ai envie de dire, moi je pense que c'est des produits d'appel quelque part. C'est-à-dire qu'on parle de sa nouvelle conquête, du coup on clique et du coup on vous vend de la pub. En gros c'est ça quoi. Donc on crée des annonces un peu excitantes, comme quoi il s'est passé un truc incroyable et vous cliquez et puis voilà, il se passe rien quoi. On a gonflé l'événement. Donc c'est un peu, je crois que ça appartient à ça et on a besoin d'événements et demain ce sera quelqu'un d'autre. Et l'environnement, ça fait partie de vos combats aussi. Oui. Alors c'est marrant. De quelle manière vous vous engagez? Complètement. J'avais monté une association pour lutter contre les déchets plastiques il y a longtemps, c'était en 2014. Et donc, l'idée, c'était de trouver des solutions concrètes pour les pays émergents. Donc, on s'est intéressé à plein de technologies, et particulièrement une qui s'appelle la pyrolyse des matières plastiques. Donc, on éclate les molécules de polymères pour les ramener à l'état gazeux et ensuite liquide. Donc, ce qui fait qu'en gros, on revient à ce qu'était le plastique au départ, c'est-à-dire du carburant. Et de ce carburant, on peut soit en refaire du plastique neuf, soit... Et du coup, on a développé de la techno, on a déposé des brevets, et là, aujourd'hui, on a monté une start-up et on est en levée de fonds. Donc c'est une équipe, hein. Je suis pas tout seul, on est une quinzaine maintenant, 15-20 même. Et ça avance, c'est super. On est suivi par des groupes, des investisseurs, et ça devient quelque chose de très sérieux. Et c'est une belle aventure, ça. Quand vous voyez tout ce qui se passe autour de l'électricité, tout ça, c'est quelque chose qui vous afflige quand vous regardez un peu Non, c'est complexe, parce que toute notre économie est basée sur la consommation. Donc la consommation génère du déchet. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir politique qui vont obliger à se tourner vers le déchet. C'est-à-dire qu'on est obligé, il faut le construire, ça, cette gestion du déchet. C'est pas automatique, ça se fait parce qu'il n'y a pas. Alors nous, on s'est dit tiens, et si le déchet rapportait quelque chose, ça pourrait peut-être changer la donne. Donc l'idée, c'est de donner de la valeur aux déchets plastiques. Donc pour pouvoir le revendre, en refaire un produit secondaire et créer une économie. Mais donc voilà. Mais ça, il va falloir que ce soit soutenu. Donc là, c'est encore la politique qui joue un rôle, puisque ça va être l'enjeu. C'est-à-dire, il y a l'énergie et il y a l'amoncellement de déchets. La pollution. Ce soir, Alex Hugo, nouvelle enquête
qui fera ressurgir des souvenirs. Et C'est à 21h10 sur France 3. On sera ravis de vous retrouver, France 3, évidemment. mettez-vous bien sur France 3. France 3, Alex Hugo. Et ça cartonne à chaque fois. Mais donc, oui, ça va marcher. Et puis, il y en aura d'autres l'année prochaine. Mais donc, oui. on est content.